Je remercie vraiment aussi bien mon ami professeur Chbaraoui, bien sûr, mon ami professeur Choukri, mes amis professeur Sfroui et Dr Slimani, cette excellente présentation que j'apprécie et merci beaucoup. J'espère qu'on aura un partage qui va vous plaire. Bon, parce que c'est un sujet basique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais bon, on empêche une petite expérience à partager, vaut mieux que rien. Alors, pardon. Bien sûr, l'analyse du sperme, c'est... Pardon. Ok, merci. L'analyse du sperme est notre objectif aujourd'hui. C'est un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer, quand est-ce qu'il faut le prescrire, quels sont, disons, les renseignements précieux. Les renseignements précieux, pardon. Baladeur ? Non, ça va comme ça va comme ça, je travaille, ça va. Donc, les renseignements précieux qu'on peut en tirer, parce que c'est quand même très utile pour toutes les poursuites que le médecin va entreprendre avec le couple. Ça peut leur éviter, s'il est bien fait, ça peut éviter beaucoup de frais inutiles au couple, quand il est bien fait, bien sûr. En 2015, la Société marocaine de médecine de la reproduction, grâce à son président ici présent, professeur Omar Sfroui, qui a eu l'excellente initiative d'initier une enquête sur l'infertilité au Maroc, qui a duré plusieurs mois d'ailleurs, sur 1033 couples, 40 villes, 16 régions, donc qui a abouti, les résultats sont tombés le 25 juin 2015. Donc 12% de notre population marocaine souffre d'infertilité, ce qui est pratiquement un peu moins de 2 millions de personnes, ce qui est énorme. Et ça, c'est un constat. J'espère que les autorités, je pense, ils ont été sensibilisés, et d'ailleurs beaucoup d'événements ont suivi quand ça a été diffusé et communiqué au ministère. Globalement, l'enquête montre, si on intègre les infertilités inexpliquées et les infertilités mixtes, l'homme est impliqué à 50% que la femme, donc il est autant responsable. Donc les origines d'infertilité, c'est juste un petit rappel, peuvent être diverses, anatomiques, psychologiques, infectieuses, fonctionnelles, insuffisance testiculaire, troubles hormonaux, environnementaux. Ça a été déjà soulevé par le docteur Dupont, chromosomiques, les mutations géniques. Bon, vraiment, il y a multiples origines. Mais là, il y a un papier qui est sorti en 2021 de Ashok Agarwal qui a montré quand même, bon, certes, un couple sur 7 à l'échelle mondiale et 15% à l'échelle mondiale, mais 50% des infertilités masculines sont inexpliquées. C'est ça le grand problème. On a beau chercher, 50% demeurent inexpliquées. Un petit rappel physiologique donc, sur le sperme. Il y a bien entendu la contribution des glandes annexes, la vésicule séminale à hauteur de 65%, la prostate 25%, les glandes bulbo-urétrales, l'épididyme à 5%, etc. Donc c'est un liquide blanchâtre, c'est un mélange donc, de plusieurs protéines et surtout, il y a un monde de ces micro-RNA, de ces cytokines. Il y aura ce liquide séminal, à l'avenir, ce sera une mine d'or pour les signatures d'infertilité, même si les paramètres spermatiques sont normaux, on va pouvoir tirer beaucoup de conclusions. Toutes les sociétés dans le monde, depuis 2020, que ce soit la Société française d'urologie, ou la Société andrologie de langue française, ou l'American Society of Reproductive Medicine, ou l'Association américaine d'urologie, tous réclament le spermogramme comme en première intention, en même temps que l'interrogatoire, bien avant l'examen clinique. Ça peut éviter énormément de dérangements pour le couple. Là, la succession des manuels pour le sperme analyse. Donc, c'est le premier manuel est apparu en 1980, il était assez succinct. C'est 6 guides en 40 ans à peu près. Et donc, chaque manuel a une particularité. Par exemple, en 87, le MARTES, les anticorps, le biochimie séminale. En 92, les techniques assistées, CASA, et le contrôle de qualité. Après, bien entendu, en 99, l'hypoosmotic test. Chaque manuel a eu sa particularité. Bon, le manuel le plus pertinent d'avant, c'était le 5e édition, donc déjà qui est parti en 2010, donc qui s'est attaqué là, à la cryopréservation, aux spermatozoïdes d'origine testiculaire, épididymaire, au protocole d'assurance qualité, aux outils des bonnes pratiques, etc. Et donc là est venu un grand auteur, la Campbell, qui a repris toutes les études qui ont servi à la 5e édition. Il a ajouté beaucoup de méta-analyses pour arriver à 3500 personnes à peu près, sur 11 pays, 5 continents, pour aboutir à cette 6e édition qui est apparue, qui est bien entendu comme objectif noble, de standardiser les procédures appropriées et depuis la collecte jusqu'à l'établissement des résultats finaux. Qu'est-ce qu'on peut retenir des changements retenus dans la 6e édition ? Il y a les modifications des valeurs, mais ils sont sensibles. Ces valeurs ne sont plus des valeurs seuil
ça devient des valeurs de décision, c'est-à-dire pour éventuellement essayer d'expliquer une façon de faire. La mobilité, on retourne à la mobilité de classe A. L'importance de certains détails morphologiques, avec bien entendu l'indice d'anomalie multiple, le fameux l'indice de tératosospermie qui passe aux advanced analyses, non, il n'est plus dans la routine, il lui donne moins d'importance, et la suppression d'un certain nombre de tests comme le test de Huner. La particularité, bien sûr, dans cette édition, c'est qu'ils ont ajouté l'Asie et l'Afrique dans la totalité dans les échantillons qui ont été évalués. La particularité également de cet ouvrage, il a banni les termes normozoospermie, asténo, nécrotératosospermie, et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça a l'air d'inquiéter aussi bien le malade que parfois le médecin qui peut signer des choses alors qu'ils sont modérées. On va voir tout à l'heure les pièges analytiques, c'est qu'on ne peut pas donner oligospermie à 13 millions, ce n'est pas normal. Une oligospermie à 13 millions, parce que si on refait le sperme, on peut trouver 15 ou 16 et on est dans la normozoospermie. Donc forcément, ce qui se pratique maintenant, c'est juste un héritage de la 5e édition. Donc les seuls seuils de référence ne sont pas suffisants et ce manuel reconnaît qu'il faut d'autres critères pour établir un diagnostic d'infertilité masculine. En feuilletant rapidement le manuel, j'ai remarqué que le manuel de 2021 a des objectifs ou bien des prétentions assez grandes, parce qu'il veut entrer même dans l'aide au diagnostic de l'infertilité, dans l'évaluation de la santé reproductive masculine, avec les pages, là j'ai tout noté, guide pour le choix donc, de la procédure d'AMP, surveiller la réponse au traitement, mesurer l'efficacité de la contraception masculine, mettre donc, toutes les procédures à jour, éliminer bien sûr les tests périmés. Donc il y a des objectifs en fait assez nobles de ce manuel, mais je pense c'est un préambule pour le prochain manuel, parce qu'à la fin il émet beaucoup de réserves, il dit que ça doit être développé, ça reste dans le domaine de la recherche et qu'il faudrait développer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais survoler rapidement l'analytique. Bien sûr, l'abstinence est très importante parce qu'elle influe le volume, la concentration, même la mobilité, donc il faut être sûr de cette abstinence. La liquéfaction, c'est un élément très important parce que ça peut traduire une insuffisance prostatique, les enzymes de liquéfaction. On peut l'accélérer en travaillant en 37, mais sinon, si ça dépasse 60 minutes, il faut absolument le signaler. Certains corps gélatineux peuvent persister chez certains individus, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est un peu individuel, ça n'a pas de signification clinique. L'aspect, j'en passe, aspect homogène, en général gris, opalescent, etc. Donc cet aspect, selon l'expérience, peut changer. Nous, on reconnaît facilement les oligospermies par un aspect une opacité très faible. Bien sûr, il faut signaler l'hémospermie s'il y a un aspect rougeâtre, et parfois d'autres aspects qu'il faut signaler. Dans ce manuel, a réintroduit l'odeur, il a insisté sur l'odeur, malheureusement, c'est surtout pour éviter la contamination urinaire, mais c'est très difficile de standardiser quand même, et surtout ça va à l'encontre des recommandations relatives à la sécurité du personnel, demander à mettre le nez sur un sperme. Bon, c'est un peu compliqué, mais malheureusement, c'est noté sur ce manuel. Le pH, il a sa valeur, mais bon, elle est limitée surtout dans les insuffisances vésicales et dans les contaminations urinaires. Le volume, c'est surtout la pesée qui est la référence. Et surtout, il faut faire un bon interrogatoire au patient pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de perte de fraction ni au début et à la fin, parce que la fraction de début étant très riche en spermatozoïdes va fausser les résultats. Donc s'assurer qu'il y a eu une émission intégrale. Au niveau microscopique, bien entendu, pas de grandes nouveautés. Bon, 16 millions, le seuil établi par millilitre, 39 millions par éjaculat. Mais quand même, il insiste sur la méthodologie. Il faut une prise d'essai minimum 50 microlitres, c'est trop de détails. Et insiste sur la cellule de Neubauer, qui est donc une cellule spéciale. Et si on doit travailler avec d'autres cellules, pour les biologistes, il faudrait absolument valider la comparaison avant de s'y lancer. Parce que la recommandation de l'OMS, c'est le Neubauer. La cryptozoospermie doit être validée par une double centrifugation à 3000 tours. La mobilité, ça redevient une mobilité à 4 classes, avec donc distinction de A et B, et surtout une platine chauffante. Il y a des microscopes actuellement, sinon il faut chauffer la lame avant de faire l'évaluation de la mobilité, et bien noter le A plus B, bien que parfois c'est difficile, selon les yeux non entraînés, d'évaluer entre A et B. Là, on va en reparler. Il vaut mieux se faire aider par un système semi-automatisé, ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Et les normes sont de 30% pour A plus B.
Donc ça, c'est juste pour vous dire ce que ça signifie, le A, le B, le C, c'est les vitesses, mais ça, sur le plan visuel, ça peut être cause d'erreur intertechnicien. Donc, d'où l'intérêt. Moi, je ne défends pas une marque spéciale, mais se faire aider par un semi-automate, c'est toujours très utile. J'ai retrouvé les articles qui ont justement validé cette mobilité A dans la conception naturelle. Donc, plus il y a de mobilité et de concentration, plus il y a de grossesse naturelle. Et même en AMP, dans les inséminations, dans cet auteur Blondorf, en 1996 déjà, il avait démontré l'intérêt de cette mobilité A qui a été donc réintégrée dans le manuel, aussi bien dans l'insémination que dans la FIV classique. Mais aucune étude démontrant la meilleure prédictivité de la mobilité A en comparaison à la mobilité A plus B, on n'en trouve pas encore malheureusement. Donc, ce que je recommande, moi, ou ce que je pense qu'il faudrait recommander, quand un biologiste trouve du B beaucoup plus élevé que le A, il vaut mieux refaire l'examen parce que ça peut être un sperme qui a traîné ou parce que ça peut être des conditions préanalytiques. Il faut s'en assurer, c'est très important. Un test qui a été supprimé, le UNER, parce qu'il est peu sensible, peu spécifique, une faible valeur prédictive. Une glaire, parfois, elle est variable. Parfois, dans les cadres de dysovulation, on ne la trouve pas. Donc, ce n'est pas possible de gérer ce test. Donc, il a été abandonné. La vitalité, bien entendu, elle est très importante parce qu'elle peut signer certains états infectieux. Donc, elle doit être minimum de 54%. Et son intérêt uniquement si la mobilité est inférieure à 40%. Si elle est supérieure à 40%, ce n'est pas la peine parce que si on a déjà une bonne mobilité, on n'a pas besoin d'aller très loin. Pour le spermocytogramme, donc les recommandations vont vers la coloration Papa-Nicolau, donc selon l'OMS. Mais bien entendu, un technicien qualifié peut travailler bien avec d'autres colorants, il faut juste valider. Quand on voit l'évolution depuis 1970 jusqu'à nos jours, les normaux ont beaucoup changé. Bien entendu, il y a l'hygiène de vie dont a parlé le docteur Dupont, il y a bien entendu la qualité de la microscopie. On voit mieux maintenant avec le microscope des petits détails qui permettent de voir justement certaines anomalies qu'on ne voyait pas avant. Quelle est la particularité? C'est le critère strict dans Teiberberg, avec minimum 4% de typique, et l'analyse doit se faire absolument sur 200 spermatozoïdes. Et il y a 4 grandes classes. Maintenant, ils ont un peu simplifié, parce qu'ils ont estimé que les détails des anomalies n'influaient pas, les conceptions naturelles. Et que par exemple, il y a des gens, par exemple, qui focalisent sur les petits détails des anomalies, c'est vrai, mais ce manuel vous dit non, il faut regarder les têtes de chapitre, anomalie de la tête, anomalie d'épaisse intermédiaire, flagelle, et surtout le reste cytoplasmique doit être dans les normes, et c'est tout. Bien sûr, supérieur à 4%. Cette normalité de 4%, elle est discutée, elle est critiquée, elle fait l'objet de beaucoup de discussions dans les forums de biologie. On va en revenir. Signaler l'anomalie monomorphe, bien sûr, globozoospermie, macrocéphalie, les anomalies multiples du flagelle, les pinheads, etc. Se faire aider par un computer. Je le dis toujours, parce que la majorité des erreurs qui nous viennent ou qu'on voit, qui ne concordent pas avec ce qu'on trouve, viennent à peu près de labos qui ne débitent pas beaucoup de spermogrammes. Donc, il n'y a pas de honte, s'il n'y en a pas beaucoup, de se faire aider par un système automatisé. Surtout, ça s'est démocratisé en ce moment. Ici, un petit résumé. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence, et on voit avec l'OMS de la 5e édition, sauf qu'avant, on appelait ça, bien entendu, on appelait ça de seuil de référence. Maintenant, on l'appelle de seuil de décision pour laisser le choix au médecin d'en faire, si vous voulez, un choix d'AMP ou autre de traitement. Le biologiste, il ne faut pas qu'il oublie son rôle de conseil. Donc, il y a beaucoup de choses à dire aux patients quand ils demandent. C'est bien clair dans le manuel. Donc, dans les hypospermies, parfois, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'éjaculation rétrograde, s'assurer de la durée de l'abstinence, mais ça passe par un bon interrogatoire, bien entendu. S'assurer qu'il n'y a pas, dans les pH perturbés, qu'il n'y a pas un défaut de fonctionnement des vésicules séminales. Dans les oligocévères et dans les azospermies, s'assurer, bien sûr, il faut recommander un bilan hormonal, même dans la conclusion, ou là, un bilan génétique, ou carrément une biochimie séminale, pour voir si ce n'est pas de l'obstructif dans les azospermies. Dans les vitalités très atténuées, recommander donc une spermoculture, un bilan infectieux, bien sûr en partenariat avec le médecin traitant.
La mobilité, bien entendu, quand il est abaissé, bon, on ne va pas parler maintenant d'asténospermie, on va être plus dire chute de la mobilité A, on va modifier, ça va venir progressivement, et je pense ça va être adopté. Donc il faut bien sûr recommander des bilans infectieux, des tests de migration survie, des tests immunologiques, des contrôles d'émissions, comment ça a été fait, l'utilisation par exemple d'un mauvais lubrifiant qui a altéré la mobilité, que sais-je. Donc la mobilité, il y a des paramètres, on va voir, qui peuvent influencer bien entendu ce paramètre. Les leucocytes, bien entendu, s'assurer que le chiffre est élevé, donc et conseiller un bilan infectieux. La morphologie, bien entendu, si elle est très altérée, pensez à un bilan d'apoptose, à une FRAG, et bien entendu une consultation d'andrologie. Les examens avancés, je vais aller très vite. Bon, c'est surtout donc, la fragmentation de l'ADN. Mais bien sûr, il y a le test hypoosmotique pour la vitalité, il y a les réactions acrosomiques, il y a le repérage des leucocytes, il y a le fiche pour les déséquilibres chromosomiques. On sait que c'est très utile parfois dans certains types de translocations, dans les déséquilibres chromosomiques du karyotype constitutionnel. L'intégrité de la chromatine, la dispersion de la chromatine, etc., donc, ou le stress oxydant, bien qu'il soit controversé. Donc, le regain d'intérêt des tests génétiques et de l'analyse de la chromatine. Et d'autres dosages, ils ont tout leur intérêt, bien entendu, l'immunologie, le cas dont j'ai parlé tout à l'heure, et surtout la biochimie séminale, parce qu'il y a un regain d'intérêt de certains dosages de comme le zinc, donc pour choisir des micronutriments adaptés s'il y a un manque de zinc dans le liquide séminal, et l'interleukine 8 dans tout ce qui est problème infectieux de la sphère génitale. Donc là, c'est juste pour confirmer que même les autres sociétés ici européennes ont confirmé l'intérêt du test de l'ADN, confirmé donc la validité, dans 3 indications, les pertes répétées de grossesse, dans les échecs d'AMP et dans les stérilités inexpliquées. Donc ça, je ne vais pas aller très loin, c'est surtout pour les bilans génétiques qui ont toutes leur place, les karyotypes constitutionnels, moins de 5 millions, et dans les azospermies, et bien sûr couplés parfois dans les azospermies aux mutations, de microdélétions de chromosomes Y des zones AZF. Une petite synthèse rapide. Donc ça, j'ai vu ce travail de Boitrel, Florence Boitrel, qui a repris une lecture à elle. Elle a pris les points forts, points faibles et les opportunités et les risques de ce manuel. Moi, j'ai aimé ce papier. Donc, j'ai pu rapidement faire la synthèse. C'est vrai, le point fort, c'est une gestion globale de l'infertilité masculine. Il a intégré donc, les couples d'Europe, du Sud, d'Asie, d'Afrique. Il a détaillé toutes les procédures. Il a réintégré, donc, il a relevé le niveau de l'assurance qualité. Et il a présenté donc, le fiche et la fragmentation d'ADN comme éléments étendus, mais quand même qui ont beaucoup d'avenir. Et en fait, elle est en train de proposer aux personnes qui vont travailler la 7e édition des pistes de travail. Et le 5e percentile ne suffit pas à lui seul de poser un diagnostic de l'infertilité masculine. Les points faibles, il manque donc bien sûr l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, il manque beaucoup de régions. Manque de seuil de référence, on en a parlé, manque d'indications et des critères d'interprétation de ces examens complémentaires, comme la frag de l'ADN. Les manques de valeur de seuil, donc de décision, et surtout, elle considère le stress oxydatif séminal comme des procédures trop spécialisées, alors que beaucoup de littérature estime qu'ils ont leur place dans l'infertilité masculine. Les opportunités, bien entendu, c'est développer des manuels, bien entendu, de pratique, et incorporer l'épigénétique dont a parlé notre professeur Benhamed dans la routine en quelque part, donc l'épigénétique, le stress oxydant, cadrer l'utilisation de ces tests de la chromatine et de la fragmentation. Les risques, bien sûr, c'est l'abondance des détails techniques, risque de faire ne pas utiliser d'abandonner l'usage de ce manuel. Il y a trop de détails et trop volumineux. Et bien sûr, l'absence de références claires risque de faire retourner les praticiens à la 5e édition. Les sources d'erreurs, très rapidement. Le préanalytique, c'est pratiquement 80% des erreurs. Il faut s'assurer de la récolte des informations. Les patients ont été bien faits. Bien sûr, la durée d'abstinence était trop longue, c'est mauvais. Il faut assurer 2 émissions. C'est par exemple le problème des émissions partielles, le problème de rapport aux émissions par masturbation, etc. S'assurer de la conformité du prélèvement.
modalité de réception de l'échantillon au laboratoire, le temps écoulé entre la réception et le travail, tout ça, ça peut être de sources d'erreur. Tout le monde connaît ce travail de Paulsen qui n'est pas publié, donc c'est le participant qui a émis une fois par semaine le sperme. Et donc, forcément, il est passé de l'azospermie à des valeurs très très élevées, 160 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une valeur mauvaise qui ne vous plaît pas d'un spermogramme. Il faut refaire, enfin une valeur pathologique, je veux dire, il faut demander un examen absolument de contrôle. Vous pouvez retomber sur une valeur normale. La mobilité, il y a beaucoup de risques d'erreurs liées à l'abstinence, à la nature du lubrifiant, à l'analytique, si on ne travaille pas en platine chauffante, à la température du labo, c'est le trop froide, au lieu d'émission, modalité, préservatif avec spermicide. Certains couples ne l'annoncent pas, ils utilisent des préservatifs normaux et après ils déversent dans le flacon. J'ai eu ça 2 ou 3 fois. On ne se comprend pas l'immobilité de tout le sperme. Conditionnement d'acheminement au labo, il faut se méfier. Parfois en hiver, il fait très froid et l'acheminement au labo, quand il est accepté, et il doit être contrôlé. Temps écoulé entre l'émission et la lecture manuelle ou automatisée, bien sûr, les techniciens sont qualifiés. La mobilité à 4 heures, même si elle n'est pas répertoriée dans le manuel, mais elle a sa petite valeur quand même parce qu'elle peut témoigner d'une nécrospermie secondaire qu'il faut traiter. Évaluation subjective, il faut faire attention donc au côté subjectif de cette évaluation. Donc si cette mobilité, cette asténospermie entre guillemets est confirmée, il faut absolument entamer les traitements, c'est-à-dire le bilan infectieux, test de migration survie, le bilan immunologique, etc. Je ne sais pas ici ça va marcher. Malheureusement, c'est juste pour montrer un cas où il y avait 1% de mobilité et quand j'ai demandé à la personne, elle a utilisé la salive comme lubrifiant. Forcément, quand on a repris la personne, c'était normal. Donc voilà, un détail de rien du tout, parce que la fille au laboratoire, la réception, n'a pas demandé le lubrifiant qu'elle a utilisé et donc on allait rendre n'importe quoi. Ah voilà. Donc on a un seul 1% qui bougeait pratiquement. Donc on est tenté de rendre 1% une asténose sévère, mais non, pas du tout. Moi je dis ce genre de sperme, c'est pas normal, ça colle pas. Et dès qu'on a enquêté, c'était un mauvais interrogatoire. Donc comme j'ai dit, les sources d'erreur, l'interrogatoire de départ. Au niveau cytogramme, bien entendu, faites attention, avec votre partenaire biologiste, il travaille avec quelle édition, la 4e ou la 5e ou la 6e, parce que les normes ne sont pas les mêmes. Non, ça peut être une source d'erreur aussi, dans la confusion. Ici, c'est un travail d'Ollinger, c'est un travail assez pertinent parce qu'il a analysé une centaine d'articles qui ont analysé l'effet de la morphologie sur l'infertilité masculine. Et il a remarqué justement ce qu'a relaté notre chère oratrice, Dr Charlotte Dupont, que le stress oxydatif, avec tous ses corollaires, était impliqué en grande majorité dans la tératospermie, donc dans l'infertilité. La pyospermie, cet article, je l'ai relevé parce qu'il n'y a que 30% des leucospermies qui présentent une spermoculture positive. Et donc, faites attention, quand une spermoculture est négative avec pyospermie, c'est tout à fait possible. Mais bon, elle a émis un schéma décisionnel. Il faut juste voir s'il y a des symptômes d'infection, il faut traiter. D'abord, directement avec un antibiotique et contrôler bien sûr cette leucospermie. Par contre, s'il n'y a pas de signe, il faut répéter l'analyse, s'assurer que c'est bien supérieur à 1 million. Si ça se confirme, traiter avec des anti-inflammatoires pendant 2 semaines au moins. Et s'il y a une chute de cette leucospermie, c'est bon. S'il n'y a pas de chute, rejoindre une antibiothérapie, de la Vibra ou autre pendant au moins 4 semaines. Ici, c'est un papier assez intelligent parce que quand on est confronté à un problème, on doit analyser vérifier un paramètre qui est perturbé. On ne sait pas quand. Là, cette analyse a dit que cet auteur, Nahid, elle a remarqué que la modification du paramètre avait lieu après un certain nombre de semaines. C'est-à-dire qu'il y a correction du paramètre à faire en fonction du paramètre à corriger, à vérifier. Par exemple, le volume, c'est 2 semaines. La concentration, 5 semaines. La numération, 4 semaines. La mobilité, 1 semaine. La morphologie, il faut attendre 9 semaines pour voir une amélioration, pour dire. Et s'il n'y a pas d'amélioration, ça veut dire que c'est une tératospermie chronique. Mais là, c'est un travail assez intéressant parce qu'on a tendance à dire que ce monsieur est tératosperme. C'est vrai que c'est inquiétant, mais on veut le valider, on va améliorer son hygiène de vie, on va lui dire d'arrêter de fumer, etc., mais on ne contrôle pas immédiatement, ça met du temps. Pour la tératospermie, par exemple, il faut attendre 9 semaines.
Ici, c'est un travail qu'on a fait avec le professeur Flouy dans notre clinique, African Fertility Clinic, en 2018 déjà. Et on a remarqué que justement, l'âge de l'homme est capital. Il y avait un cut-off où tous les paramètres sont perturbés, notamment la fragmentation de l'ADN, notamment les fiches, le déséquilibre chromosomique, donc les anomalies de méiose, et cela retentit sur toutes les conséquences de la fertilité, aussi bien in vivo, et là c'était in vitro, donc la qualité embryonnaire, les taux de fertilisation, de fécondation, de clivage, de qualité embryonnaire, toutes les conséquences ont été perturbées. L'âge de l'homme, d'ailleurs, on vous demandera que la fragmentation de l'ADN doit être interprétée avec réserve, au-delà de 45 ans. Essentiellement d'ordre épigénétique. Un petit mot sur le contrôle qualité, parce qu'il y a des biologistes dans la salle. Il y a moyen de contrôler son travail. Contrôle externe, contrôle interne, contrôle intertechnicien, intra, avec des Z-scores. Il y a tous les moyens dans le commerce pour contrôler. Il faut le faire, il ne faut pas hésiter. C'est très intéressant, ça ne coûte pas cher. C'est un abonnement, et puis on peut repérer les techniciens qui doivent s'améliorer. C'est très facile. Donc vraiment, il faut inscrire ça dans le programme. Il y a même une accréditation maintenant, un ISO 23116, j'ai terminé, 162 pour l'accréditation des labos. Et ça, c'est la biologie prospective pour les contrats de qualité. Je conclus. La chose la plus intéressante, c'est qu'il faut analyser le sperme de façon globale, pas de façon ponctuelle. Il ne faut pas chignoler sur le 1 ou 2% qui manque dans la numération ou sur la mobilité. Par rapport à la norme, il faut se dire qu'il faut valider, contrôler, refaire ça s'il faut, autant de fois qu'il faut. Merci.